Bonjour et bienvenue dans Billets Retour. Aujourd'hui, nous retournons dans un pays qui se remet de 27 ans de guerre civile, un pays connu pour les diamants de la guerre, ses mines antipersonnelles et aujourd'hui pour son or noir, l'Angola. La guerre civile éclate dans cette ancienne colonie portugaise dès le lendemain de l'indépendance en 1975. Elle oppose les deux principaux mouvements de libération du pays sur fond de guerre froide. D'un côté, le mouvement marxiste au pouvoir, le MPLA, appuyé par l'URSS. De l'autre, l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, soutenue par les États-Unis et la France. Financé par les diamants de guerre, ce conflit fratricide a fait officiellement un demi-million de morts. Si le pays et la population angolaise ont connu des périodes d'accalmie, c'est finalement la mort du chef historique de l'UNITA, Jonas Savimbi, le 22 février 2002, qui permettra la signature d'un accord de paix entre les deux principaux belligérants. Un accord signé par le président José Eduardo dos Santos, élu en 1979 et toujours au pouvoir. Si nous avançons rapidement cette année, et si nous parvenons à un cessez-le-feu et à la démilitarisation de l'UNITA, alors nous pouvons envisager des élections d'ici 1 an et demi à 2 ans. Depuis, l'Angola a connu une croissance économique spectaculaire portée par la manne pétrolière. Avec 1,7 million de barils produits par jour, c'est le deuxième producteur d'or noir du continent africain. Sa capitale, Luanda, est l'une des plus chères au monde, avec des loyers pouvant dépasser ceux de Londres ou de New York. Mais dans les bidonvilles et à la campagne angolaise, la moitié de la population vit dans la pauvreté. Et environ 10 millions de mines antipersonnelles parsèment le pays, tuant des dizaines de personnes tous les mois. Notre correspondante Caroline Dumais s'est rendue sur place, une visite guidée en compagnie du fils de Jonas Savimbi, l'ancien leader d'UNITA dont la mort aura finalement permis le retour de la paix dans le pays. Reportage. On la surnomme la Dubaï de l'Afrique. La vie ne s'y arrête jamais, car à Luanda, les nuits sont capitales. Célèbre pour ses soirées privées, Luanda s'impose dans les domaines de la musique, de la danse et des jolies filles. Tout le gratin qui fait le prestige du pays s'y retrouve. Une surprise ce soir, Raphaël Savimbi, l'un des fils de Jonas Savimbi, est de sortie. Il a suivi les traces de son père, il fait partie de la nouvelle garde de l'UNITA, mais lui aussi vit avec son temps. C'est vrai que je suis dans une tranquillité, mais de temps en temps, quand j'ai un week-end, quand j'ai un peu de temps, je viens voir ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça fait partie en fait de la culture aujourd'hui. Et ce que je pense que c'est bon pour le pays, parce que quand même, ça contribue à faire connaître un peu plus l'Angola. Au programme ce soir, défilé de mode. Il y en a régulièrement dans la capitale angolaise. Et voilà l'une des marques de la haute couture locale qui se vend le mieux à Luanda. Geraldo Fashions a été invité à défiler à Lagos, à Johannesburg et même à New York. Ces robes qui s'exportent ont été créées par deux jeunes sœurs, Delphina et Béatrice. Eh bien, nous célébrons l'été. Nous utilisons des couleurs lumineuses et des matières légères qui s'accordent au climat tropical de Luanda. La femme angolaise aime s'habiller, aime être élégante à tout moment. Nous aimons nous changer. Intense activité de nuit comme de jour, car tout le monde veut profiter à fond de la croissance à la chinoise de l'Angola. Luanda pourtant est la ville la plus chère au monde. L'immobilier bat tous les records. Cet appartement, situé au 28e étage d'une tour du centre-ville, coûte plus de 10 millions d'euros. Un penthouse de luxe de 1200 mètres carrés. 80% des appartements de cette tour sont déjà vendus. La vue, certes, est spectaculaire. Pour éviter les embouteillages, ce duplex propose même sa propre piste d'hélicoptère, ce qui n'est pas unique à Luanda. Et bientôt, en face, des nouveaux hôtels, un casino
Ces immeubles sont achetés par des millionnaires angolais qui ont une confiance aveugle dans l'avenir du pays. Tous ces investissements sont extrêmement sûrs parce que nous savons que la paix est durable, que l'économie angolaise est forte, prospère et en croissance permanente. On croit que Luanda sera bientôt la capitale la plus importante d'Afrique, en tout cas d'Afrique australe. Mais le miracle pétrolier ne profite pas à tout le monde. Là-bas, de l'autre côté de la baie, un ancien pêcheur se souvient. Pour construire cette prestigieuse promenade, on a détruit sa maison au bulldozer. Les fondations sont là sous cette autoroute. Il a été expulsé sans aucune indemnité. Nous n'avons rien reçu, ni aide matérielle, ni maison, donc c'est difficile. Alors à chaque fois que je passe ici, je suis nostalgique et souvent, je préfère passer sans regarder. Parce que la beauté qui a été créée ici, nous n'y avons pas droit et nous n'avons reçu aucun dédommagement. C'est un patrimoine collectif, national, d'accord ? Mais nous aussi, nous avons besoin d'un minimum pour vivre. Or le temps passe et on ne voit rien venir. Nous pourrions bien mourir avant d'avoir récupéré une maison. Fernando a été emmené de force loin, très loin de sa presqu'île natale. La rénovation de cette baie, jadis habitée par les pêcheurs, illustre bien la transformation de Luanda. Ils sont des dizaines de milliers à avoir été relogés à plus de 2 heures de route dans des villages de tôle qui n'ont pas l'eau courante. Fernando a perdu ses bateaux, il a perdu son emploi. Il habite là depuis 5 ans avec femme et enfants. Les années passent et se ressemblent. Il y a de temps en temps des personnes qui viennent et promettent du changement pour bientôt. Le mois dernier ou ce mois-ci, des députés du parti au pouvoir, le MPLA, sont venus ici. Ils ont visité tous les quartiers où vivent les anciens habitants d'Illa. Ensuite, ils ont produit un rapport. J'espère qu'avec ce rapport et la reprise des travaux parlementaires, nous allons voir les choses bouger. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors nous espérons un jour voir s'améliorer les conditions de vie de la population. L'espoir, les Angolais le gardent. Et ce matin, au grand marché de Kikolo, c'est la surprise. Raphaël Savimbi, le fils de Jonas Savimbi, fait campagne. Le secrétaire national à la mobilisation de l'UNITA passe régulièrement dans ces quartiers. L'UNITA constitue toujours le parti de l'alternance. Donc les Angolais croient toujours que l'UNITA sera capable d'amener le changement. Le changement, c'est un air qu'on n'entend pas souvent dans ce pays dirigé par les mêmes hommes depuis l'indépendance. Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 33 ans, contrôle tout. C'est lui qui avait combattu Jonas Savimbi pendant 27 ans. C'est lui qui a finalement gagné la guerre. Il dirige son pays d'une main de fer. On critique le contrôle que son parti exerce sur l'ensemble des médias. Mais surtout, la mainmise croissante de la famille présidentielle et de quelques proches sur l'économie du pays. Car Luanda, c'est aussi la capitale des inégalités. C'est la ville où les piroguiers et les voiliers naviguent sur les mêmes eaux. C'est la ville aussi où les autoroutes se terminent en pistes caouteuses. À Luanda, c'est le problème des routes. L'embouteillage est vraiment quelque chose de terrible. Il y a aussi un grand problème au niveau même des ordures, au niveau de la distribution de l'eau. Il faut aussi connaître l'autre côté en fait. Escale au bureau de l'UNITA où Raphaël est accueilli au son de l'une des plus vieilles chansons du parti. Kikolo, l'un des fiefs de l'UNITA à Luanda, est un bureau historique. Car c'est ici que le père de Raphaël a voté pour la première et la dernière fois
en 1992 avant de reprendre le maquis. Mais c'est aussi ici que le parti d'opposition a des problèmes. En Angola, la liberté politique se paie cher. Les manifestations sont réprimées. Et sur ces photos, on montre à Raphaël les 2 responsables du parti qui ont été abattus l'an dernier. Ça a vraiment touché beaucoup de monde. Et encore une fois, la direction de l'UNITA a dû vraiment calmer beaucoup de gens parce que les gens étaient très énervés. Nous sommes dans un pays dit démocratique, donc il faut savoir que quand nous acceptons la démocratie, c'est parce que nous devons aussi accepter les principes de la différence. Donc on ne peut pas penser la même chose. On ne peut pas tous être du même parti. Voilà. Cultiver l'esprit de tolérance après 27 ans de guerre civile, un défi pour l'Angola. Et comme pour tourner la page, Luanda a érigé son musée militaire dans ce fort portugais du XVIe siècle. Les enfants y apprennent que les forces de la guerre froide ont transformé leur pays en champ de bataille. Américains, Sud-Africains étaient leurs ennemis jurés. Cuba les a sauvés. Et la guerre ne s'est finalement terminée que quand Jonas Savimbi a été assassiné en février 2002. Mais rien dans ce musée sur les circonstances exactes de la mort du père de Raphaël. Pour les responsables militaires, ce musée pourtant est un pas vers la réconciliation nationale. Il s'agit de l'histoire de l'Angola, de l'histoire de tout le pays depuis le début. On l'a fait en discutant avec tous les partis. Il n'y a plus de scission ou de vision partisane ici. C'est le point de vue de tous. Symbole de l'unité nationale, le plus grand drapeau d'Afrique surplombe la baie de Luanda. Mais les gamins qui s'y amusent sont bien loin de tout cela. Plus de la moitié de la population a moins de 30 ans et bien d'autres préoccupations. Pour ces jeunes qui n'ont jamais connu la guerre, Luanda a très peu de vestiges du passé à montrer. Le Luanda de demain, en revanche, s'offre sur des dizaines de kilomètres. Ces villes nouvelles ont été conçues pour la classe moyenne angolaise qui explose. Financées par les pétrodollars, construits par les Chinois, des dizaines de milliers d'appartements attendent d'être occupés. C'est dans l'une de ces cités que nous retrouvons les sœurs Geraldo, nos 2 stylistes à la mode. Elles se sont installées là en 2010 à leur retour d'exil. Filles de diplomates, elles font partie de ces Angolais élevés à l'étranger et revenus grâce à la paix. Elles ne l'ont jamais regretté. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Le meilleur moment, c'est maintenant. Oui, en particulier pour les jeunes. C'est le meilleur moment pour commencer un business autre que dans la mode. Beaucoup d'autres industries se portent bien. Il faut seulement sortir de chez soi et saisir l'opportunité. C'est vraiment le moment, parce que les portes sont en train de s'ouvrir. Donc si vous saisissez votre chance et que vous travaillez dur, vous y arriverez. Nos parents n'ont pas eu cette chance, nos grands-parents non plus. Et ce n'est que le début pour nous. Nous avons cette opportunité et nous devrions sauter dessus. La guerre est finie et même les Portugais sont revenus dans leur ancienne colonie. Ils seraient près de 200 000, 10 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans, à vivre à Luanda. Cet homme d'affaires a passé son enfance en Angola. Il a investi toute sa fortune pour rénover ce restaurant bien connu de la communauté. Il s'apprête même à faire revenir femmes et enfants condamnés au chômage dans leur pays natal, le Portugal. L'avenir des jeunes aujourd'hui en Europe. Regardez, moi j'ai 2 enfants, tous les 2 formés, l'un est économiste et ma fille est avocate. Mais ils ont beaucoup de mal à trouver du travail et à construire une situation stable, alors qu'ils sont pourtant au Portugal, dans leur pays d'origine. L'Angola est devenu aussi un débouché pour les exportations portugaises. Le restaurateur a donc monté une affaire d'import-export. Il vend, entre autres, montres et bijoux. Au Portugal, nous explique-t-il, les produits de luxe ne s'achètent plus. Si on regarde les économies des pays émergents, elles ont toutes un fort pouvoir d'achat. En fait, c'est nous en Europe qui l'avons perdu. En Angola, pourtant, le pouvoir d'achat est bien inégal.
La moitié des habitants vivent avec moins de 2 $ par jour. Et dans la famille de Fernando, on a bien du mal à payer les écolages. L'opposition extrêmement minoritaire au Parlement n'a pas beaucoup d'impact, ce qui n'empêche pas Rafael de continuer, lentement mais sûrement, son combat politique. Avant, on disait que tous les maux dont le pays souffrait avaient un seul responsable qui était Savimbi. Mais 10 ans après, les gens se sont dit non, après Savimbi, on aura la paix, on aura l'eau, on aura l'électricité, on aura tout ça là, mais il n'y a pas de tout ça. Les Angolais se sont battus pour profiter de leurs richesses. Les armes se sont tues, mais les ressources n'ont pas été redistribuées. Beaucoup s'inquiètent à Luanda d'une urbanisation qui ne profite qu'à ceux qui ont gagné la guerre. Il ne faut pas limiter la paix est juste au fait d'absence de guerre. Mais il faut aussi que nous transformions cette paix-là d'absence de guerre en paix sociale. Et pour moi, la paix sociale passe surtout pour une nécessité de donner des opportunités à tout le monde. Tous voudraient que Luanda ressemble à ce quartier que l'on affiche comme une vitrine. Mais la route est encore longue pour que tout le monde profite de la même façon des splendeurs de la capitale pétrolière. Voilà, ainsi s'achève ce billet retour à Luanda. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission ainsi que tous nos précédents numéros sur notre site internet france24.com. Je vous dis à très vite.